Comment? Oui, non, c'est pas grave. Là, c'est bon, il y a de la batterie. Allez, c'est pour lui. Et après, vous attaquez. Ça fait pas un bruit. Alors, Bon, laisse tomber, c'est bien là. Bien là. On va pas démarrer. Chez elle, ça passe pas. Ça paraît que c'est une bonne. Voilà. Bon, je vous propose de commencer donc, la séance du conseil municipal de ce vendredi 17 décembre. Donc, les procurations, donc on est ensemble, vous êtes. Barbara va arriver. Ok, donc Barbara peut être absente, tu mettras l'heure. C'est Dominique Saldo qui fait office de secrétaire. Bon. Eh bien, donc tu mettras l'heure quand Barbara arrivera. Donc l'équipe de Jean-François Verrier, il y a Émilie qui a donné procuration à Jean-François Verrier, Éric Darry, je ne sais pas s'il est là, absent pour le moment, et Aurélie absent pour le moment. Dans l'équipe municipale, Marie-Lynne Brûlé donne procuration à Dominique Saldo, Dominique Toulon donne procuration à Gérard Fili, Sophie Pazero a donné procuration à Luc Clavier, Annick Designer a donné procuration à Catherine Danesi, Audrey Lezo a donné procuration à Simone Vasta, et normalement il va arriver Serge Lafont et Pascal Herbel. Voilà. Donc le quorum est là, donc on peut commencer. Je vous fais passer pour signer votre présence. Donc, je vous propose d'approuver le compte rendu et le procès-verbal de la séance du conseil municipal en date du 28 octobre 2021. Est-ce qu'il y a des corrections à effectuer? Sinon, on passe au vote immédiatement. On avait une question par rapport... Le micro marche, tu peux appuyer. Oui, mais la dernière fois, il n'a pas marché. Non, mais on a pu vérifier. Super. On avait une question par rapport au diagnostic, par rapport au Pyrénées-Garrigues. Vous avez évoqué le fait que la vente, enfin, par rapport à la vente, vous n'avez pas besoin de le faire par rapport à l'accueil du public. Nous, on souhaitait avoir, parce que c'est une obligation dans le cadre de la vente du terrain, savoir qu'est-ce qu'il en était par rapport au diagnostic et le cas échéant. Une fois que vous avez les résultats qui seront réalisés, est-ce qu'on pourra en avoir le résultat? De toute façon, pour l'instant, j'ai juste fait valider la décision en conseil. Donc il va se mettre en route toutes les procédures quand un particulier va à un particulier, etc. etc. Mais pour le moment, il n'y a rien qui a été fait sur le... Mais ça va être fait dans ce cadre-là, ça va être fait. Il faut que ce soit fait avant. Oui, normalement, ça doit être fait avant la vente. Mais la vente n'est pas signée. Ouais. Donc, Jean-François. Donc en fait sur les PV on a une remarque à faire, c'est que on s'aperçoit relativement souvent que les notes du dernier PV. Oui, oui. Une remarque sur le dernier PV. Oui, c'est une remarque sur le dernier PV. Ok. Donc sur ce dernier PV justement, il y a des différences entre les notes de synthèse qui nous sont présentées en conseil et les délibérations qui sont envoyées au contrôle de légalité. Donc ça fait plusieurs fois, comme je le disais, que ça se produit. Moi je souhaiterais que
que ces façons cessent en fait, parce que c'est pas normal en fait. Donc, Là, on parle du compte rendu. du PV, oui. Donc sur le PV. Compte rendu du procès verbal de la séance. Oui, Le absolument. problème de l'égalité, c'est autre chose. Non, c'est pas un problème de légalité, c'est que sur le PV, il y a des choses qui sont inscrites, et sur les délibérations qui sont envoyées au contrôle de légalité, il y a autre chose. Donc ça, c'est pas la première fois que ça se Mais produit. tu nous feras la remarque sur le dernier conseil, sur les choses qui ne sont pas... Ben, je peux vous la faire tout de suite. Hein. Non, on Mais va aller vite, on va voter pour l'approbation. Non, mais ce que j'aimerais, c'est que... J'ai entendu. Ce soir, c'est le dernier conseil. Les thèmes sont importants, mais pour une fois, si on pouvait gagner du temps pour libérer tout le monde pour les fêtes de fin d'année, ce serait bien. Je n'ai pas fait l'appel, mais tout le monde voit les présents, c'est-à-dire que les 3 personnes qui n'étaient pas là viennent d'arriver, Barbara, Aurélie et Serge. Hein, c'est bon, Dominique? Donc nous passons au vote. Qui est contre? Abstention. Je vous remercie à l'unanimité. Donc après, vous avez pu prendre connaissance des décisions qui ont été prises qui concernent la 2021-35 concerne le bail de location dans les locaux administratifs du bâtiment Saint-Étienne entre la commune et l'association AFR. C'est une décision qui intervient chaque année. Et la 2021-36 concernant la demande de subvention au Conseil du département pour le fonctionnement du multi-accueil des Calais pour l'année 2022. Donc nous allons pouvoir commencer au point numéro 1. Le point numéro 1, dont l'organisation est à travail, je passe la parole à Jacques. Alors, le premier point à l'ordre du jour concerne donc le personnel et plus particulièrement l'organisation du temps de travail. Si vous en êtes d'accord, je vais passer sur l'énumération de l'ensemble des lois et décrets qui ont qui ont été émises par rapport à ce sujet depuis 1983 jusqu'à ce jour. Le maire informe l'Assemblée. L'article 47 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique abroge les régimes dérogatoires à la durée légale de travail, obligeant les collectivités territoriales dont le temps de travail est inférieur à 1607 heures à se mettre en conformité avec la législation. Les collectivités disposent d'un délai d'1 an à compter du renouvellement de leur assemblée pour prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents. La définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel. Le décompte du temps de travail effectif s'effectue sur l'année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être accomplies. Ce principe d'annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d'organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions exercées. Les cycles peuvent donc varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en considération la nature des fonctions exercées. Le temps de travail peut également être annualisé, notamment pour les services alternants, des périodes de haute activité et de faible activité. Dans ce cadre, l'annualisation du temps de travail répond à un double objectif. Répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Maintenir une rémunération identique tout au long de l'année, c'est-à-dire y compris pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l'agent, dont le temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité, seront récupérées par ce dernier pendant les périodes d'inactivité ou de faible activité. Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées. En ce qui concerne donc
ces prescriptions minimales. La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, soit 35 heures hebdomadaires, calculées de la façon suivante. Nombre total de jours sur l'année, 365. Ce à quoi on retire repos hebdomadaire, 2 jours multipliés par 52 semaines, ce qui équivaut à moins 104. Congé annuel, 5 fois les obligations hebdomadaires de travail, soit moins 25. Jours fériés, moins 8. Nombre de jours travaillés, au total, 228. Nombre de jours travaillés égale nombre de jours multiplié par 7 heures, soit 1596 heures, arrondi à 1600 heures, auxquelles on rajoute la journée de solidarité de 7 heures, soit au total 1607 heures. Concernant la journée de solidarité, afin d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, doit être instituée en tenant compte de la durée hebdomadaire de travail. 3 options sont possibles. Lors d'un jour férié précédemment chômé, à l'exclusion du 1er mai, par la réduction du nombre de jours ARTT, c'est-à-dire les aménagements et réduction du temps de travail, ne concernant que les collectivités qui choisissent une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures. Pour toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillé, à l'exclusion des jours de congé annuels. Je suis désolé, c'est un petit peu long, mais ça situe le débat. L'aménagement du temps de travail doit, en toute hypothèse, respecter des garanties minimales fixées par la directive européenne numéro 95-104-CE du Conseil de l'Union européenne du 23 novembre 1993 et par le décret numéro 2000-815 du 25 août 2000, reprise au tableau ci-dessous. Donc vous avez les périodes de travail et ensuite, en fonction, les garanties minimales. Durée maximale hebdomadaire. Garantie minimale, 48 heures maximum, heures supplémentaires comprises, 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Durée maximale quotidienne, 10 heures. Amplitude maximale de la journée de travail, 12 heures. Repos minimum journalier, 11 heures. Repos minimal hebdomadaire, 35 heures, dimanche compris en principe. Pause, 20 minutes pour une période de 6 heures de travail effectif quotidien. Travail de nuit, période comprise entre 22h et 5h, ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22h et 7h. Le maire rappelle enfin que pour des raisons d'organisation et de fonctionnement des services, par exemple école, police municipale, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en conséquence d'instaurer pour les différents services de la commune des cycles de travail différents. Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 37h30 par semaine. Durée qui générera des ARTT, 15 jours de RTT. Moins la journée de solidarité, le nombre de jours des RTT représente 14 jours pour l'ensemble des agents. Les personnels des services des écoles et de la police municipale auront un cycle annuel. Les autres services seront sur un cycle hebdomadaire. Le maire propose à l'Assemblée journée de solidarité. Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité permettant d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées sera instituée par la réduction du nombre de jours ARTT ne concernant que les collectivités qui choisissent une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures. Durée de travail en vigueur au sein de la commune de Rognes. Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune est fixé à 37h30 par semaine. Durée qui générera des ARTT, 15 jours de RTT, moins la journée de solidarité, soit de nouveau 14 jours pour l'ensemble des agents. Garantie minimale. L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures. La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22h et 5h ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22h et 7h. Au cas
temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Cycle de travail. Cycle annualisé pour la police municipale et les agents des écoles. Police municipale, amplitude du service de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi inclus. Prise de service décalée pour les 3 agents en activité. Un agent prend son service tous les samedis par roulement de 7h30 à 13h30. Agent des écoles, amplitude du service de 7h15 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Vacances scolaires non travaillées. Temps de travail annualisé du mois d'août au mois de juillet de l'année N+1. Cycle hebdomadaire pour tous les autres services de la commune. 8h, 12h, 13h30, 17h. Date d'effet, les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur au 1er janvier 2022. La délibération en date du 27 novembre 2003 relative au temps de travail est abrogée. Donc c'était la délibération qui existait dans la mairie de Rhône et dans plusieurs autres mairies. On a eu un rappel de la sous-préfecture et de la préfecture pour que toutes les communes puissent passer cette délibération pour application 1er janvier 2022. Voilà. Y a-t-il des observations? On voulait savoir s'il existait un régime d'astreinte pour la police municipale, et si oui, de quelle façon il était composé. Ensuite, on voulait savoir s'il était possible de mutualiser les permanences avec des communes avoisinantes. Et enfin, suite au départ d'un agent de la police municipale, qu'en est-il de son remplacement? Non, mais commence par le dernier. Je l'avais mis en information diverses à la paix. Alors, en ce qui concerne le remplacement de Grégory Frazy qui est parti, c'est une dame qui arrive et qui nous rejoint au 21 décembre. Alors, les deux autres questions. Régime d'astreinte. Régina, je vous laisse le soin. Il n'y en a pas actuellement. Quand ils font des manifestations, bien entendu, ils sont payés en fonction si c'est le samedi, si c'est le dimanche, voilà. Et la deuxième question, c'était déjà C'était pour s'il était possible de mutualiser les permanences avec les communes avoisinantes. C'est plus compliqué. Non, c'est que quasiment c'est impossible. Le débat est intervenu plusieurs fois dans les conseils municipaux et autres. C'est qu'on ne peut pas mutualiser les polices municipales, sauf des événements exceptionnels décrétés par la préfecture. La seule manifestation où il y a une dérogation pour la commune d'Orogne, c'est pour la commémoration du monument de Sainte-Anne, où on met à disposition du syndicat de Sainte-Anne la présence d'un de nos policiers municipaux. Voilà. Une année, on avait eu des soucis très importants de police municipale parce qu'il n'y avait que Patrice. On avait demandé donc à la sous-préfecture si on pouvait avoir des renforts d'autres communes et on nous a rappelé à la règle que ce n'est pas possible. Bien entendu, il peut y avoir une exception qui confirme la règle, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Voilà. D'autres questions? Moi, je voulais... Barbara, prends le micro. Non, je voulais juste une précision sur le régime d'astreinte. Enfin, moi, la façon dont je le comprends, c'est en fait, on a vu qu'il y avait une permanence qui était assurée le samedi matin à tour de rôle, mais en dehors de cette permanence, est-ce que le reste du week-end, le samedi après-midi et le dimanche, il y a une astreinte en fait? Non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'astreinte. D'accord. Okay, bah, depuis qu'ils sont 3, on a un accord avec eux, fait en sorte de mettre des horaires du lundi au vendredi, plus l'horaire du samedi matin. Par contre, dimanche, vous verrez les deux policiers municipaux pour la fête de la Tour. Autre observation? Donc nous allons passer au vote. Non, oui. Non. Tu veux en parler? Donc en fait, dans cette délibération, vous définissez deux catégories de cycles, les cycles annualisés et les cycles hebdomadaires. Au niveau des annualisés, vous faites référence à la police municipale et aux ATSEM, je crois. Et c'est ce que Jacques a dit. Oui, tout à fait. Et par contre, il n'est pas fait mention du personnel d'entretien. Du personnel d'entretien, je pense que c'est pas... Enfin, sauf si je vous réponds, on n'est pas bien dans ce cadre-là. C'est lié à... C'est un cycle annualisé. Non, mais chaque année, on peut changer la date de démarrage des horaires d'été et des horaires d'hiver, en fonction du climat. Hein? Je pense que c'est un cycle annualisé qui n'est pas mentionné dans la libération, qui devrait en faire partie.
Deuxième. Non, ils ne sont pas annualisés. Ils ne sont pas annualisés. Ben alors, ça me paraît évident, mais bon, c'est pas grave. Pour ce qui est du cycle hebdomadaire, vous dites que tous les services sont de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Il y a beaucoup de services à la mairie de Rognes qui n'obéissent pas à ce cycle-là. Par exemple, les services techniques, la règle générale. Après, il y a des aménagements. Non, mais l'adaptation, tu ne peux la faire que dans le cycle. Tu ne peux pas la faire en dehors du cycle. Donc c'est quand même problématique parce que ça veut dire que si jamais on abroge la délibération de 2003 là, qui a été mentionnée et que vous mettez en place celle-là, ça veut dire que si jamais il y a un problème qui peut arriver par exemple à quelqu'un des services techniques, vous allez être hors cadre de ce qui est précisé dans cette délibération, donc ça ne peut pas marcher. Nous vérifierons, c'était appuyé sur la recommandation de la sous-préfecture à travers le courrier qu'on avait reçu, donc nous allons vérifier ce point. Régina, vous vérifiez. Moi je vous recommande de regarder ce qui a été fait une fois de plus. Il y a des aménagements d'horaire, ceux-là. Non mais à l'intérieur du cycle, pas à l'extérieur. Oui, mais peu importe. Ben non, pas peu importe. Ce qu'il y a, c'est que la durée légale, si vous voulez, le cycle hebdomadaire pour la majorité des agents, c'est 8h12, 8h10, 13h30, 17h. C'est pas la majorité. Il y a des agents qui vont commencer avant, qui vont finir plus tard, mais si vous voulez, de toute façon, il y aura toujours les 7h30 de travail. Mais non, mais là, ils ne pourront pas. Les gens qui arrivent, avant 8h ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas travailler. Ça veut dire qu'il faudrait surtout pas qu'ils travaillent. Alors, il y a deux solutions. Soit on respecte à la lettre ce qui est écrit, soit on refuse toute demande du personnel pour travailler une demi-heure de plus le soir ou le matin. Non, ça veut dire que tu vas devoir... Je suis contre ça. Ça veut dire que dans la mesure du possible, si on peut aménager pour des raisons familiales ou autres, on le fait et vous le savez très bien. Non, mais ça d'accord. Voilà. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu définis un cycle, 8h, 12h. Et on va vérifier ce que tu as dit. Non, mais c'est certain. C'est majeur. C'est l'amplitude de travail qui effectivement doit être cadrée. Et là, effectivement, elle est cadrée de manière trop courte. Régina va vérifier. Non, mais c'est pas Régina va Mais vérifier. après, il y a des aménagements d'horaire, ça, il n'y a pas de souci. Non, à l'intérieur du cycle, oui. À l'intérieur mais pas de l'extérieur. l'amplitude globale. On a noté vos observations et nous vérifierons et nous reviendrons vers vous au prochain conseil. Ah ben, Donc, nous passons. le problème, c'est qu'on abroge ce soir. C'est Mais ça. on est obligé d'abroger sur recommandation de la préfecture. Voilà. Mais non, on n'est pas obligé. Oui, on est obligé. On ne va pas tenir à la lettre de la préfecture. Non, on n'est pas obligé. On est obligé de le faire avant le 1er janvier 2022. On n'est pas obligé de le faire ce soir. Et tu veux le faire le 31 décembre à minuit? Mais j'en sais rien. Allez, on passe au vote. Moi, attendez, j'ai une question quand même. Je sais pas. Mais c'est comment on dangereux. appelle. question. Voilà. Excusez-moi. Alors, vous avez peut-être d'autres questions? Vas-y. Ouais. Alors, donc effectivement, là, il y a un texte assez complet. Quid finalement de l'expression des représentants du personnel sur ce texte, puisque je pense qu'il doit faire l'objet, en tout cas, d'une consultation, telle que le prévoit la loi. Toujours, on revient toujours sur le même sujet. Donc, qu'est-ce qui a été fait en la matière? Est-ce qu'on peut avoir finalement les comptes rendus finalement de ces consultations? Jacques va répondre. Donc, pour être précis, nous avons convoqué dans un premier temps le 2 décembre le comité technique. Il n'y avait pas le quorum pour les raisons que tout le monde sait. Ouais, mais c'est illégal, Jacques, puisque vous... Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Le comité technique sera reconstitué en 2022, comme on l'a évoqué à plusieurs fois. Oui, mais là, vous n'avez pas le droit. Il ne peut pas se réunir. Il est illégal. Absolument, il doit se réunir. Il doit se réunir, nous avons vérifié. À la pas se demande réunir. du préfet. Voilà. Donc, s'il vous plaît, restez sur l'objet. Jacques vous a répondu. Le comité technique Avec deux personnes. avec les élus et la personne employée qui veut continuer. C'est pas nous qui avons demandé aux agents de démissionner. Donc, Non, mais d'accord, mais ça veut dire qu'il n'y en a pas. Il y a une personne qui représentait le personnel. Bon, voilà. Et le comité technique, c'est pas nous notre... Ben, ça se voit qu'il n'y en a qu'une, parce que le problème, c'est qu'il Non, mais manque Jean-François, le 3/4 des deuxième autres problème, dans la délibération. On ne peut pas réunir un comité technique avant une date donnée, on a déjà Oui, il y a les formalités impossibles, comme vous nous l'avez Non. si bien rappelé la S'il dernière vous fois. plaît, on reste concentré sur la question.
Donc, Jacques vous a répondu, ils ont été consultés à travers le comité technique existant à ce jour. Et Donc, qu'est-ce qui est remonté du coup? Quels sont finalement les avis? Est-ce qu'on peut... Mais on voit que les cycles, ils sont pas... Enfin, il manque la moitié Oui. des cycles. Moi, je pense qu'en fait, mais surtout, c'est compliqué, si vous voulez, de se prononcer sur une organisation aussi vous votez ficelée. contre, on va passer au vote. Non, mais on n'a pas dit qu'on allait voter contre. Je dis simplement qu'on demande d'avoir des éléments d'explication supplémentaires. Je ce vous qui est tout ai à dit fait que vous légitime. les aurez au prochain conseil. Voilà. Donc on remet à Non, l'ordre on du ne jour remet du pas parce qu'on doit bah voter si, avant le forcément. 1er janvier. Parce Ça, qu'on ça peut pas sera voter après à le 1er décembre. janvier, le Si on Bon, veut. je stoppe le débat et on passe au Mais vote. c'est dangereux. C'est Mais c'est dangereux, dangereux, c'est pour les dangereux. employés. Mais on Et va peut-être aussi vérifier, pour la on va vérifier. ne Si t'inquiète jamais il y pas. a un accident de travail ou quoi que ce soit. Et donc si tu vas vérifier et qu'on a raison, qu'est-ce que tu vas faire? Oui. Ne t'inquiète pas, on va vérifier, on fera ça sur un plan légal pour la protection Non, mais- des agents municipaux. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? L'abrogation. Forcément. Ok, 2 contre. Plus Trois. la procuration. Plus les procurations. Abstention. Je remercie les autres personnes. Donc ensuite, Jacques, tiens, la numéro 2, s'il te plaît. Alors, le deuxième point concerne la modification de la délibération numéro DEL 2021-51 du 28 octobre 2021 portant sur la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel sous l'acronyme RITSEP. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il convient de modifier la délibération que je viens de citer en amont portant sur la mise en place du RITSEP, notamment le paragraphe intitulé « Règles applicables en cas d'absence ». Ce paragraphe prévoit que l'IFSE est lié à la quotité du traitement lors des congés de maladie ordinaire, congés pour accident de service ou maladie professionnelle, congés longue maladie, congés longue durée et grave maladie. Le contrôle de légalité nous informe qu'en vertu du principe de parité avec la fonction publique d'État, les agents territoriaux ne peuvent bénéficier d'un régime plus favorable que celui instauré par les services de l'État. De plus, une jurisprudence récente du Conseil d'État, en date du 22 novembre 2021, a tranché sur cette question qui avait été jugée par les cours administratives d'appel de Paris et de Nantes. Les décisions de ces cours administratives d'appel s'opposaient. La première mettait en avant le principe de parité des fonctions publiques, la seconde le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités locales et donc une approche plus libérale du principe de parité entre fonctions publiques. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération précitée, plus précisément le paragraphe intitulé « Règles applicables en cas d'absence », comme suit. Le régime indemnitaire est maintenu pour les congés annuels, les congés maladie, les congés pour invalidité temporaire imputables au service et les congés maternité, adoption et paternité. Pour ce qui concerne les congés longue maladie, longue durée et grave maladie, le régime indemnitaire est suspendu. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification de la délibération 2021-51 du 28 octobre 2021 portant sur la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel tel que présenté par Monsieur le maire. Y a-t-il des observations? Jean-François. Donc là aussi, en fait, on a voté la dernière fois dans la précipitation ce RIFSEP, et je pense que si jamais il y avait une analyse juridique un peu approfondie, ça aurait permis d'éviter de refaire cette délibération. Donc ça, c'est le premier point. Mais il y a une conséquence qui me paraît assez grave dans tout ça, c'est que en fait, pour le dire de manière simple, jusqu'à présent, pour les congés longue maladie ou longue durée, la mairie abondait de 50% le salaire des employés qui étaient donc en longue maladie ou je ne sais plus le terme de la deuxième. Et le problème, c'est qu'avec cette délibération qui passe maintenant, et donc pas la dernière fois,
Ça veut dire que si jamais vous avez un employé qui tombe malade et qui passe en longue maladie, eh bien le seul problème c'est que son assurance ne va couvrir que 50% de son salaire, puisque la mairie ne pourra plus abonder. Et donc c'est quand même grave, quoi. Parce que le terme abondé n'est pas le bon. Enfin, ouais, peut-être pas. Hein, parce que sûrement. Voilà, déjà. Après, si le Conseil d'État avait pris la décision inverse, qu'est-ce qui se serait passé? On aurait mis ceux qui sont exclus dans ceux qui pouvaient. Donc c'est une décision du Conseil d'État, c'est pas le maire de Rhône qui l'a prise. Non, donc je vous invite à prendre et à voter la délibération. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... J'ai entendu, mais qu'est-ce que je te dis d'autre? Ben oui, mais si vous aviez fait ça de manière... Enfin, si vous aviez fait une analyse juridique un peu poussée, vous vous seriez rendu compte que tous les préfets retoquaient. On n'avait pas la décision du Conseil d'État. Voilà. Non, mais tous les préfets retoquaient. C'était assez évident. On n'est pas les seuls à avoir été retoqués, je te rassure. Ben justement. Voilà. Mais le problème, c'est que maintenant, les employés, s'ils tombent malades, eh bien, ils vont perdre 50% de leur salaire. C'est tout simple comme ça. Alors que si jamais ça avait été fixé... Luc me souffle que nous avons mis en place, pour les agents qui le souhaitaient, une mutuelle qui prend en charge les 50%. Et je crois qu'ils ont presque tous souscrit, sauf un qui nous a fait une résiliation il n'y a pas longtemps, de mémoire, madame. Non mais ça c'est pas récent, ça, cette histoire de mutuelle. Oh, il n'y a pas énormément de temps, il y a 2 ans peut-être. Ben oui, non mais le problème c'est que... Attends, non mais juste, il faut quand même rappeler que les employés avant, je pense que c'était avant novembre, ils devaient décider pour l'année suivante, justement, quelle option choisir de cette mutuelle. Et voilà. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben, si jamais ils tombent malades pendant l'année, ben, ils sont foutus parce qu'ils n'auront que 50% de leur salaire. À tout moment, un employé peut rejoindre la mutuelle. Non, je pense pas. Eh bien, on l'a fait. On l'a fait. Non, il peut rejoindre la mutuelle, mais il ne peut pas changer son option. C'est évident. Je ne vais pas citer la personne. Une personne était en maladie. Un certain nombre de jours. Qui avait jusqu'au mois de novembre. Il s'est aperçu que si... continuer sa maladie, il n'aurait pas les 50% de la mutuelle que la mairie a mis en place. D'accord? Il est rentré un jour, il s'est remis en maladie et il a eu les 50%. Non mais ça c'était avant je ferme la novembre. parenthèse. C'était avant le mois de novembre, sinon c'est pas possible. Bien sûr, c'était il y a... Ben oui, donc voilà. Il y a 1 an et demi. Donc moi ce que je dis simplement, c'est que à cause de ça, il y a un risque pour les employés, faites attention. Les employés, s'ils ne veulent pas souscrire à la mutuelle, c'est... Mais non, c'est pas ça, c'est changer l'option de la mutuelle. Ils ont souscrit. C'est bon. Ok. On passe au vote. Donc qui est pour? Oui, pour. Unanimité, je vous remercie. Ah, je vous aime, pas compter. C'est parce qu'il y en avait 2 ou 3 qui dormaient. Bon, alors ensuite, là c'est du classique. Chaque année, on doit approuver les avenants aux conventions de gestion. Merci Jacques, déjà. Approbation des avenants aux conventions de gestion par rapport aux compétences, etc. Défense extérieure contre incendie, eau pluviale, parc et aire de stationnement, promotion du tourisme, dont la création d'officines de tourisme, passée entre la commune de Rhône et la métropole. Bon, si vous suivez l'actualité, vous vous apercevrez que actuellement tout fait débat. Par contre, il y a déjà une première décision qui a précisé un certain nombre de compétences qui vont redescendre en commune, dont certaines, on va voter ce soir la convention, le temps que ce soit validé plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est qu'il y a la crise entre le pays d'Aix, principalement la ville d'Aix, et Madame Massal. Vous pouvez lire l'article dans la presse aujourd'hui. En ce qui concerne par contre les transferts de compétences, la bonne nouvelle au moment où on parle, mais ça doit passer au Sénat, ça doit revenir, etc., c'est que les communes conserveraient la voirie, à condition que ce ne soit pas une voirie métropolitaine. Mais je n'ai pas la définition ce soir de la voirie métropolitaine. Voilà. Ensuite, urbanisme, eau, assainissement devrait rester, bien sûr, transport devrait rester à la métropole et on récupérerait les défenses extérieures contre les incendies, etc., etc., les petites délégations.
Ça va avoir un impact, vous le savez aussi, sur les dotations les attributions de compensation de la métropole. Rhône, je vous rappelle qu'on est à 640 000 € environ. Et nous allons faire en début d'année avec Catherine 2 simulations. Une simulation de perte de 30% et 50%. Et on verra comment on pourra faire face à cette baisse de rentrée, de recettes. Et la seule solution qui nous restera, je l'annonce aux administrés, ce sera malheureusement, sauf s'il y a un changement au niveau du gouvernement, une augmentation de la taxe foncière pour équilibrer le manque à gagner. Voilà. Parce que nous continuerons bien sûr à faire des économies un peu sur tout, mais il y aura obligatoirement, s'il y a une perte de 300 000 €, une augmentation de taxe foncière, ce sera notre seul levier. Donc je reviens à la délibération. Donc, je pense que ça n'apporte pas de commentaires particuliers, donc il faut approuver ces avenants aux conventions existantes. Avez-vous des remarques? Jean-François. Juste une petite, donc ouais, effectivement sur l'attribution de compensation, tu estimes entre moins 30 ou moins 50. J'estime rien, mais on va se préparer. Tu n'as pas d'informations? On n'a aucune information. D'accord. Les informations, vous les avez en même temps que moi avec les médias télé aujourd'hui. Hein. Non, voilà, parce que officiellement, je n'ai rien reçu de la préfecture concernant la première partie de loi qui a été votée, et je ne recevrai rien puisque c'est en cours de décision. Et au niveau donc tu récupères la compétence de l'eau aussi. Et je voulais savoir au niveau des poteaux incendies dans le village, parce que ça a posé d'énormes problèmes. Est-ce qu'on a un bilan et en fait où est-ce qu'on en est au niveau de la pression dans ces poteaux? Comme tu le sais, le travail revient aux pompiers de l'Ambès qui viennent chaque année. Je crois qu'ils ont été perturbés avec le Covid. Pour que la pression soit dans la borne, c'est pas les pompiers. Eh bien, on va mesurer, chaque borne est mesurée, quelles sont celles qui sont en défaut, et on va demander à la métropole de faire en sorte qu'ils ne soient pas en défaut. D'accord. Hein, voilà. Parce que pour l'instant, c'est toujours de la compétence métropole. Et dernier point, au niveau des ordres du jour du Conseil de métropole, est-ce que tu pourrais nous envoyer ces ordres du jour de façon régulière pour qu'on soit tenu au courant, quoi? Il y a 1000 pages en moyenne. En ordre du jour? Non, mais à peu près, il y a... Non, 1000 pages? Non. Mais si je t'envoie, tu peux. Alors, pour votre information. Non, ou alors dis-nous où est-ce qu'on peut les trouver. Pour votre information, vous allez sur Facebook Métropole Aix-Marseille et vous pouvez suivre les séances en direct. Non, mais ça donne pas les ordres du jour. Oui, les ordres du jour, c'est chaque commission. Non, ils sont pas sur le site, justement. Je les ai pas trouvés en tout cas. C'est chaque commission qui envoie ses décisions à voter, soit au conseil, soit au bureau de la métropole. Normalement, tu dois nous les envoyer. Tu peux nous les envoyer, donc ça serait sympa de le faire. Voilà. C'est tout ce que je demande. Moi, je suis demandeuse aussi. Je trouve que, c'était pas concerté avec Jean-François. Quand je vous l'aurais envoyé 3 fois, vous serez vite placé. Non, mais... je vais regarder combien de pages ça fait. Mais je pense qu'il va y avoir 17 pages à peu près d'ordre du jour. Sinon, vous y passez votre vie. Non, mais l'ordre du jour, c'est juste les points qui sont... Ah non, je vous envoie pas le détail. Il y a 1000 pages. Non, mais on demande l'ordre du jour. Soyons raisonnables. L'ordre du jour. L'ordre du jour, ça veut dire juste les points qui vont être abordés. Voilà. C'est bon. Merci. Et je vous invite à regarder un visuel si ça vous intéresse. Ah ben oui, bien sûr. Voilà. Alors, donc, ce que je vous propose, c'est de voter la 3, donc il convient d'approuver les avenants. Unanimité, je suppose. Ok, je vous remercie. Ensuite, dans le point numéro 4, on nous a demandé la désignation au sein du conseil municipal d'un délégué au comité national d'action sociale, le CNAS. Donc, si vous en êtes d'accord, je représenterai donc. Le NAS, j'avais édité quelque chose, c'est pour aider les agents des collectivités. Pour Rhône, les deux derniers cas où on a sollicité le CNAS, c'est malheureusement pour aider les conjoints de deux... Non, c'est pas un chèque cadeau qui a été laissé. Enfin, non, c'est... Non, c'est pas malin de dire ça. C'est pour les 2 agents qui sont décédés
Nous avons fait une démarche auprès du CNAS et je crois qu'ils ont eu, la conjointe, les deux conjointes ont eu 1000 euros. Donc la conjointe a eu 1000 euros et dans notre cas c'est le fils de l'agent décédé qui a eu 1000 euros aussi. Voilà. Et tout, je fais la parenthèse, je suis transparent. Donc je vous propose de me désigner comme un délégué du SNAS. Non, Vous êtes du tout d'accord? Question, s'il te plaît. Micro, Paul, enlève le masque pour parler. Excusez. Donc, comme le précise la note de synthèse, ce mandat couvre la période de 2020-2026. Nous, on aurait voulu savoir qui était la personne qui a siégé pour 2020-2021. Et ensuite, nous pensons qu'il serait pertinent que ce soit l'adjoint, le premier adjoint, M. Defray, ou l'adjoint du CCAS, Madame Passero. Moi, je veux te dire aussi, s'il ne faut pas que ce soit moi, que ce soit Serge, ça ne me dérange pas du tout. On m'a présenté la délibération comme ça parce qu'ils ont décidé que c'était le maire. Voilà, c'est tout. Hein. Donc, qui était la personne avant? Mais avant, vous ne l'avez pas demandé, ça. Eh oui, mais vous êtes... Hein, c'est ça, original. Avant, on ne nous le demandait pas. C'est qu'ils ont modifié les statuts. Eh bien, donc, on commence à partir de maintenant. Je vous propose, moi, Jacques, il va pas... S'il est candidat, moi je m'arrête, et le problème est réglé, à la seule condition que le premier adjoint peut l'être. Oui, il peut l'être. Il peut l'être. Donc, je vous propose d'élire Jacques. Non, mais Voilà. Ouais. Tout le monde est d'accord? On votera pour Jacques, mais juste sur la forme, Jeff, en général, quand on présente, il faut présenter des candidats. Il y a peut-être des gens... Non mais attends, tu veux nous dire... Alors attends. Non, je ne sais pas si jamais ils veulent se présenter, peut-être, je sais pas. C'est sur la forme. Je vais voter pour Jacques, il n'y a aucun souci. Mais Sur la forme, les administrés, une fois de plus, vont remarquer ton intervention qui est fantastique. D'accord? Qui nous fait perdre un temps fou. D'accord? Ouais, moi, je c'est fais bon. preuve. Moi, je pensais que c'était le maire qui était mais- au milieu d'office. J'ouvre sans aucun problème. On le sait. Je délègue. Mes adjoints ont des délégations. On aurait voté pour toi, t'inquiète pas. Non, mais je m'en fous complètement. Ça concerne les agents, c'est ça le plus important. Oui. Et la mairie d'Orogne, sur des initiatives individuelles d'agents de la commune, ils ont pu obtenir ces 2 chèques de 1000 euros. Et je vais dire qui c'est Sandrine Leroussi qui a fait la démarche. Voilà. Je la félicite d'avoir fait la démarche. Donc on passe au vote pour Jacques, tout le monde est d'accord? Donc on rectifierait Madame Allier, hein? Ok. Félicitations. Ça n'est pas que ça allait très bien. Non, je confirme que je m'y attendais pas. On ne te demandera pas le champagne, parce qu'on a dit qu'on va essayer. Un peu d'environnement? Prends le micro, Eti. Oui, donc je voulais vous présenter un petit peu ce que je vous propose de voter ce soir. En fait, il y a 2 ans, l'ONF nous a remis le plan de gestion de la forêt sur les 20 prochaines années. C'est un plan de gestion qui prend en compte évidemment l'environnement et le développement durable. Et chaque année, ils vont nous proposer de mettre en place ce programme. Donc si vous voulez le consulter, normalement il est chez Daniel, c'est Daniel qui l'a. Donc c'est une programmation année par année pendant 20 ans. Donc là, l'ONF cette année, en 2022, nous propose de faire des coupes de régénération dans les parcelles qui appartiennent donc à la commune. Principalement des arbres, donc ce sont des pins d'Alep, principalement des arbres soit âgés, c'est-à-dire qui ont environ 90 ans. Un pin d'Alep, ça vit aux alentours de entre 80 et 100 ans. Ou alors des arbres malades. Donc l'idée en fait, malades, c'est-à-dire des champignons qui sont en mauvaise santé. L'idée c'est de conserver au maximum les feuillus, parce qu'on en a de moins en moins à cause du réchauffement climatique. Et voilà. Donc on va passer au vote. Vous avez le détail des parcelles, donc on ne va pas revenir sur le détail des parcelles, mais on va vous donner la parole puisque je vois que vous levez la main. Oui, j'ai une question. À propos des coupes, comment ça va être vendu et qui peut faire l'acquisition de ces coupes de bois?
Alors, d'après Monsieur Sauzet, là il m'a dit donc ça reste la vente reste locale. Apparemment là, il y a quelqu'un qui a déjà commencé à se positionner, qui est sur Toulon. Donc c'est une entreprise, voilà. Et là, le bois apparemment serait utilisé pour principalement du bois énergie. D'accord, je passe. Voilà. Je passe. Autre question? Oui, moi j'ai une question. Alors, est-ce que dans ce plan, il y a des dispositions justement concernant, en tout cas, comment dire les choses, je cherche mes mots, l'adaptation, voilà, en tout cas les mesures d'adaptation de la forêt au changement climatique, à savoir, faut-il replanter de nouvelles espèces qui seront plus, en tout cas, résistantes aux changements qui se profilent. Voilà. Donc, parce que j'imagine que derrière, il y a un processus de plantation, de reboisement. Voilà. Oui. Alors, Vas-y, Yeti, après je compléterai. Ce que m'a expliqué Monsieur Sauzet, donc c'est que là, on va couper principalement des pins, mais qu'effectivement, les feuillus vivent très très mal le réchauffement climatique, surtout dans notre région. Que donc là, l'idée, c'est de les conserver au maximum, mais qu'à terme, ils vont disparaître dans nos forêts, malheureusement, et qu'il faudra impérativement favoriser le pin d'Alep, parce que c'est celui qui se maintient le mieux dans nos forêts méditerranéennes. Après, alors j'ai pas le plan en tête, là, le plan de gestion en tête, là, mais en tout cas, effectivement, il prend en compte le réchauffement climatique. J'en ai rediscuté lundi avec Monsieur Sauzet. Et le cèdre? Le cèdre. Alors, parce que effectivement, c'est. Alors, sur la forêt, donc là, ce plan, il a été fait vraiment pour Rognes. Donc on a effectivement un plan pour replanter, mais alors pour le coup ce serait des peupliers, parce qu'il y a un endroit où il y a de l'eau. Oui, il y a de l'eau, et donc ce serait des peupliers. D'accord. C'est pas loin du bassin de Saint-Christophe. Mais il n'y a pas de projet de planter des cèdres sur Rognes. Il y a le projet de planter éventuellement des peupliers. Alors, je vais compléter parce qu'on ne va pas citer tous les arbres de la planète. Hein. Par contre, nous avons signé commune de Rognes, un plan sur 25 ans de mémoire, 20 ou 25 ans. Ça faisait quelques années qu'il n'avait pas été renouvelé par la commune. J'avais bien insisté ce jour-là, parce qu'on nous reproche toujours qu'on ne fait pas. Mais là, on avait relancé avec Eti. Et ce plan, il est au niveau de chez Daniel, tu dis? Voilà. Donc il y a entre 50 et 100 pages, et il y a toute l'explication de la problématique des coupes, des replantations, de ci, de là, etc. Et de la faune aussi. Voilà, et la faune. Donc voilà, si vous voulez aller le consulter, vous pouvez. Donc, Jean-François. D'habitude, ils mettent un bilan financier aussi de ces coupes. Est-ce que tu as pu l'avoir? Comme tu vois sur le tableau, quand ils auront vendu le bois, on saura combien ils ont vendu. Voilà. Non, mais en général, ça n'a pas été fait encore. Voilà, je pose la question, j'adresse personne. C'est comme la bourse, hein, le prix du bois, il est plutôt à la hausse actuellement. Voilà. Ça n'a pas encore été. En général, il y a un petit budget, il y a une estimation. Oui, alors, ça d'après M. Sauzet, en fait, entre la subvention et la vente, on sera à peu près sur une opération blanche. Voilà. D'accord. Le plan de 25 ans qu'on a signé, nous n'allons pas avoir des recettes exceptionnelles. Hein. Non, bien sûr. Pour compenser les baisses des attributions de compensation. Donc je fais une et on est d'accord, en fait, les arbres sont désignés, hein, ceux qui seront. C'est les secteurs qui sont désignés. Voilà, c'est pas parce que c'est vrai que parfois il y a eu des coupes par des acteurs effectivement du bois énergie, hein, on en a vu sur Rognes. C'était assez tragique finalement, le paysage post-coupe. Donc, mais effectivement, si c'est bien fait, c'est désigné, et puis c'est cet arbre-là qui est prélevé et pas un autre, quoi. Alors, pour votre information, si vous n'en êtes pas perçu, il y a des travaux qui ont démarré côté Poncereau, qui étaient prévus de cette date-là. C'est peut-être M. Hoff à ce moment-là, c'est une autre opération, ça. Hein. Donc, la commune de Rognes, compte tenu des risques feux et forêts, fait ce qu'il faut en cette matière, et c'est pour ça qu'on a voulu renouveler avec l'ONF ce contrat de plan. Voilà.
Donc je vous propose C'est de où donner la... On peut savoir où c'est, parce que les parcelles UG, 3R, etc., moi de mémoire c'est peut-être dans la chaîne des côtes, mais je ne suis pas certain. Est-ce que vous avez cette information? Alors là, j'ai pas exactement en tête, mais dans le texte que M. Sauzel nous a envoyé, donc on a canton de Saint-Christophe-Est, Voilà, canton de Gamaton, et 2 fois encore canton de Saint-Christophe-Est. D'accord, merci. C'est là où le risque de départ de feu est le plus important. Donc, je vous propose de pouvoir signer ce document qui sera établi. Tout le monde est d'accord? Oui. Je vous remercie. Merci Yeti. Alors ensuite, donc, je vais donner la parole à Catherine. Oui, donc alors pour la note de synthèse 6, il s'agit de valider la décision modificative de crédit numéro 2 sur la section d'investissement pour un montant de 60 194 € au chapitre 13 des subventions. Donc sur le tableau de la décision modificative, vous avez le détail des subventions. Donc je vais vous les énumérer, on verra ensemble et puis après on les votera par ligne. Les subventions, il y a sur l'article 1323 44 041 € qui est représenté par une subvention du conseil départemental pour tout ce qui est logiciel du scolaire, dématérialisation, logiciel de comptabilité, donc tous les changements de logiciels qui ont été faits dans l'année. Et pour 23 550 €, le site internet et les panneaux d'information numérique. Ensuite, subvention du conseil départemental de 6 235 € pour l'achat d'un broyeur et une subvention pour du broyage de rémanent à Poncereau. Ça c'est pour la partie recette. Et en dépenses d'investissement, il s'agit pour 60 194 € de travaux sur la téléphonie de tous les services de la commune. Donc 38 194 € pour le remplacement de toutes les installations de téléphonie et 22 000 € pour le câblage. Voilà, donc ces travaux concernent le réseau téléphonie en IP. Voilà, et ensuite nous avons aussi une opération d'ordre de 14 032 € qui concerne un acompte pour les travaux de menuiserie de l'école maternelle. Voilà, donc si vous voulez bien, on va passer au vote par chapitre. Oui, juste, je ferai une remarque sur la téléphonie. Oui. Donc, en fait, vous avez 22 000 € de câblage et 38 000 € pour les appareils et le système, j'imagine. C'est ça. Donc, si vous faites la somme des deux, ça dépasse 40 000 €. Et normalement, il faudrait faire un marché. Donc, de procéder de cette manière-là, c'est ce qu'ils appellent du saucissonnage. Donc, Sauf que nous sommes en période Covid et que le plafond a été abaissé, a été porté jusqu'à 100 000 €. 100 000 € jusqu'au 31 décembre 2020. C'est deux choses différentes. Il y a deux secteurs dans Il y a deux secteurs. Il n'y a pas que de la téléphonie, c'est l'informatique et la mise en situation. Dans le projet qui est fait, il n'y a pas que de la téléphonie. Il y a effectivement de la téléphonie pour passer sur une téléphonie d'aujourd'hui, donc c'est la téléphonie IP, la téléphonie un peu comme vous avez sur votre téléphone portable, qui va nous permettre de faire des économies de fonctionnement aussi également. Et il y a aussi une partie sur la sécurisation des données de la mairie. On est en train de mettre sur un même réseau tout le système d'information de la mairie avec une protection, comme la gendarmerie nous le demande, une protection des risques de piratage et de pénétration de nos systèmes d'information. Donc on est sur deux domaines différents, donc même la totalité est donc en dessous des deux marchés. Merci. Ok, moi j'ai juste une demande de précision. Donc oui, je confirme que c'est un très bon choix d'avoir basculé sur la téléphonie sur IP. Ça va générer des économies effectivement significatives. Quel est l'opérateur qui a été retenu? C'est Orange. C'est Orange? Oui. D'accord. Ok. Ils sont... Ok. C'est Orange. Je ne savais pas qu'ils étaient calés dans ce domaine, mais je pense qu'il y a des opérateurs qui sont plus calés, mais bon. Bon. Il fallait aller assez vite pour avoir les subventions. Allez, Orange, l'avantage d'Orange, Mais en fait, pour l'informatique, oui. Enfin, ouais, pour la téléphonie, je suis un peu surprise, mais bon. Informatique et téléphonie,
la taille d'Orange qui nous permet aussi de faire des économies sur la maintenance à venir, parce qu'ils prennent justement en charge la maintenance des éléments actifs, téléphonie et informatique. Donc c'est-à-dire qu'on aura une couche réseau, transmission de données, totalement sécurisée, que ce soit en téléphonie et en informatique. Cela évite d'avoir plusieurs prestataires qui vont toucher aux mêmes appareils. Donc c'était un choix sécuritaire. Ok. Merci Luc. Donc on peut passer au... Non, nous on avait Il y a quand même une juste, question. oui, ouais, je remarque qu'on commence un peu à avoir l'habitude de faire, mais on aurait juste apprécié que cette décision elle soit examinée par une commission municipale des finances. Oui, La décision. surtout que je pense qu'on aurait eu vraiment des propositions intéressantes à vous faire. Parce que, Je vous rappelle qu'il n'y a pas de commission de finances. non, mais il y a une commission d'appel d'offres. Non, mais vous ne m'avez pas écouté. Luc vous a répondu que c'était deux dispositions dans des chapitres différents. D'accord. Et moi, je vous ai dit qu'en Covid, on pouvait aller jusqu'à 100 000 en comparant les devis. Sans commission, sans rien d'autre. D'accord. Ne perdons pas de temps quand l'État nous facilite la chose. Non, mais moi je pense que, en fait, en tout cas sur ce sujet que je connais un peu, moi j'aurais eu des avis, en tout cas à vous soumettre. Et c'est toujours intéressant de consulter les compétences qui sont dans l'intégralité du conseil. Voilà, c'est parfait que tu redises ça. Parfait, et après on clôt le débat. Il y a une liste qui est présente. Merci de m'avoir laissé m'exprimer. Merci. Oui, toujours je laisse exprimer. Mais je vais en mettre encore une petite couche. Il y a une liste d'opposition, on est ensemble, qui participe avec nous maintenant dans les projets. Parce qu'ils ne sont pas comme vous, apparemment non. Unis pour apparemment non, ils viennent de se plaindre. Écoute-moi, c'est pour des détails, c'est des détails ça. Ah non, c'est pas des détails, c'est les finances. C'est des détails 40 000 sur le budget que nous avons, d'accord? Non, c'est pas un détail. Bon. C'était surtout un besoin important des agents d'avoir... Je vous redonne pas. En l'occurrence, Aurélie et Jean-François, je ne vous ai pas redonné la parole. Mais c'est pas J'ai pas terminé, laissez-moi terminer en tant que Alors, maire. je vous laisse terminer. Voilà, et le débat est clos après, je vous ai prévenu avant. Ah non. Non, mais le débat est clos. Je peux vous dire que le débat est clos. Et j'en ai marre chaque fois de répéter ça. Nous avons fait de l'ouverture avec Rogne ensemble, d'accord? Parce qu'ils sont positifs. Vous regarderez le conseil de ce soir, vous êtes négatif et vous enquiquinez tout le monde, y compris les administrés. D'accord? Je pense qu'on a fait des remarques. Alors, stop. Non, mais les remarques sur Facebook, les questions à venir, etc. On procède au vote. Non, on procède au vote. Je tiens pas. On procède au vote. Je tiens pas à ce que le débat soit Madame clos. Aurélie ne respecte pas la décision de maire de clore le débat. Notez-le dans le débat. Je veux quand même dire une Non, chose. tu ne parles pas. Il y a eu une commission appel d'offres. Tu ne parles pas. On passe Sur au vote. deux sujets qui s'est très bien passé. Je ne vois pas pourquoi sur la téléphonie, il n'aurait pas pu en être de la sorte. Je veux On dire, t'a a tous- répondu. Non, on passe au vote. Qui est pour je me sens pas concernée. ces modifications? Moi, je suis pour. Unanimité, je vous remercie. Ah, ben, on y est arrivé. C'est un sketch. Allez, c'est pas fini, hein. Donc, je vous remercie. C'est bon? Voilà, Oui, tout on va vote, très bien. c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Tu veux voter par chaque ligne? Tout le monde est d'accord pour que le vote soit sur chaque ligne? Ok. Merci. Donc, on a reçu 4 questions de Unis pour Rome. Bon, première question. Alors, donc, première question, je la pose et elle concerne le patrimoine de Rognes. En particulier, donc, l'église qui fait partie. Lis la question, s'il te plaît. Oh, mais voyons, attention. Et c'est comme ça, oh, la mais procédure. Non, mais c'est pour comme ça, meilleure la compréhension. procédure. Oui, mais la procédure, écoute. Voilà. Alors, donc l'église fait partie du patrimoine iconique de chaque village. Donc la préservation de l'église de Rognes est placée sous la responsabilité de la mairie. Et le mobilier en bois de notre église subit depuis plusieurs années les ravages d'insectes xylophages, donc qui s'attaquent au bois. Les retables de l'église, qui font partie d'un patrimoine d'exception qui est classé au monument historique, sont notamment dans un état critique selon un rapport d'experts qui date de 2017 et qui a été porté à la connaissance de la mairie. Il se peut également que la charpente du toit soit également attaquée. Nous souhaiterions que la mairie diligente l'action donc du conservateur en charge des mobiliers des monuments historiques afin que des mesures de restauration puissent être entreprises.
Alors j'ai simplement, en fait, je me suis renseignée auprès de la DRAC, de la Direction régionale des affaires culturelles, et non mais c'était important que je le dise, j'ai juste ce que je voulais vous dire, que je n'ai pas pu ajouter sur la question, c'est que j'ai 2 noms de conservateurs en charge du mobilier dont je peux en tout cas vous transmettre les coordonnées et qui sont les personnes compétentes à la DRAC pour instruire cette question. En 2017, nous avons bien entendu reçu, quand il y avait, c'était l'époque où ils ont fait des travaux à l'église Sainte-Madeleine d'Aix-en-Provence. Donc on a eu la visite de 3 personnes, j'étais présent avec M. De Tézan qui représentait le diocèse. Exactement. Et nous avions convenu de plusieurs phases de travaux. Et on attendait un rapport très précis sur les retables qu'on n'a jamais reçu. Il y avait des devis, mais il n'y a pas le plan pluriannuel qu'on devait mettre en place. Je vous rappelle les travaux que la mairie de Rhône a engagés depuis que je suis là. Donc on a installé le terme exact des anti-insectes, qui fonctionnent bien. Nous avons également prévu de refaire un vitrail, parce que les insectes passaient sur le vitrail. On a commandé, là Michel, tu me confirmes, après voilà, c'est commandé. On a refait la peinture de la porte également dans les conditions qu'il fallait. Pour 2022, je me suis engagé avec le père Béguin et M. de Tézan de faire l'opération de boucher les trous là, sur tous les bancs de l'église. Et nous allons relancer la DRAC, etc., pour qu'ils nous émettent, qu'ils nous donnent précisément le rapport qu'on aurait dû recevoir. Parce que dans les rétables, il y en a qui sont monuments historiques, il y en a qui ne sont pas monuments historiques, déjà. Donc on peut faire des choses sur certains. Il y a déjà eu des travaux faits par les anciennes municipalités sur les principaux. Mais il y a effectivement du travail à faire et on va s'atteler à le faire. Michel, tu veux apporter une précision? Non, au sujet des patrimoines de Rhône, j'essaie de travailler avec les amis du patrimoine, sur lesquels je compte beaucoup pour créer des dossiers, pour consulter, parce que pour tout vous dire, on avait un appel à projet du département de la région sud, et je voulais m'inscrire dans ce cadre-là pour restaurer les retables. Bon, après, en ayant étudié de plus près la proposition de la région, on s'aperçoit que c'est pour des communes de moins de 3500 habitants. Et il faut que ce soit pas uniquement du mobilier, il faut que ça concerne une restauration plus importante, mais pas uniquement du mobilier. Je vais prendre contact avec le... Qui pourrait être la charpente, peut-être, parce qu'on ne sait pas dans quel état elle est. La charpente, on l'avait visitée à l'époque, il n'y avait pas de remarques particulières à l'époque. On ne va pas refaire l'histoire. 2017, c'est pas si ancien que ça. De toute façon, s'il y a des travaux à faire, et on va également engager des études sur les travaux à faire sur la chapelle Saint-Denis. Donc nous sommes présents et nous suivons les dossiers. On continue. Deuxième question. Bon, est-ce que vous voulez que je vous envoie les noms des conservateurs? Les noms, on va et donc c'est à Michel, c'est ça? Ok, voilà. Très bien. On continue. Deuxième question. Alors, quelle autorisation d'urbanisme comptez-vous prendre pour l'aménagement du parc urbain de l'ancien stade et comment comptez-vous le rendre compatible avec l'orientation d'aménagement de programmation, OAP, inscrite à notre PLU? Alors, pour l'instant, on ne change rien, on a déjà évoqué le problème. Il y a la société de la Tour d'Aigle qui va nous faire une proposition et en vérifiant le PLU, ce qui paraît peut-être les propositions qu'ils vont nous faire, il y a du bâti, donc on pourra faire du bâti aussi en respectant le PLU. Oui. Vous avez quelle autorisation? Non, je ne réponds plus, je t'ai répondu à la question. Quelle autorisation? Il n'y a pas besoin d'autorisation d'urbanisme aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore le projet, et deux, parce que dans le PLU, on est dans un cadre qui nous permettra certainement de faire les propositions de l'association de la propriété. Troisième question, s'il vous plaît. Alors, la délibération 2020-65 du 18 décembre 2020 qui instaure le nouveau guide de procédure des marchés publics
ne prévoit pas une délégation de signature du maire pour les procédures d'appel d'offres. Un marché de nettoyage qui est un appel d'offres sera bien attribué par la commission d'appel d'offres, mais ne peut pas être signé par le maire, ou ne peut être signé par le maire, qu'après une autorisation du conseil municipal par délibération. Quand prévoyez-vous d'inscrire à l'ordre du jour cette délibération, sachant que le marché de nettoyage démarrera au 1er janvier 2022 ? Alors, après vérification, on n'avait pas besoin de passer un conseil municipal. Donc, je voulais vous préciser que l'attribution du marché a été faite, de l'appel d'offres a été faite cette semaine, en présence des 3 listes. Il y a eu une unanimité sur le choix, mais on ne peut pas le déclarer qui a obtenu le choix. J'ai signé une décision une décision qui a été envoyée au contrôle de légalité. Après, le marché sera notifié le 27 décembre et nous vous confirmerons après un conseil la décision définitive qui apparaîtra. Voilà. 4e question. Oui. Alors pourquoi la candidature de l'association de Rognes, Sémaphore Tiers-Lieu Rognes, n'a pas été retenue dans le cadre de l'appel à projet de coworking qui implique que la mairie subventionnera l'acteur économique retenu. Avez-vous évalué le montant de la subvention pour ce projet qui pourrait se matérialiser par une mise à disposition gratuite du local ? Voilà, donc un appel à projet est un mécanisme mis en place par un financeur pour l'attribution d'une subvention. Le financeur définit une problématique et un cadre. Les candidats au financement sont invités à présenter un projet s'inscrivant dans ce cadre et définissent librement le contenu de leur projet. L'appel à projet permet d'atténuer le caractère discrétionnaire de l'octroi de subventions en assurant une plus grande transparence quant au choix du projet financé. Alors Jacques va vous répondre. Alors moi, à l'énoncé de cette question, j'avoue que ça m'interpelle, pour plusieurs raisons. Mais en préambule, avant de répondre précisément, je voudrais simplement rappeler, y compris par rapport à ce qui a été dit avant, c'est qu'en ce qui concerne les communications, nous avons mis en place un groupe de travail, on peut appeler commission si on le souhaite, qui légitimement, au niveau de ses membres, est composé de toutes les sensibilités au niveau des élus majoritaires comme minoritaires et d'un certain nombre d'agents, même une personne de la société civile. C'est une très bonne initiative. Je te remercie. Que l'on salue. Unanimement. D'autant plus. D'où ma surprise. Parce que, au travers de ces différentes sessions de cette commission, y compris lors de la dernière, et je parle sous le contrôle d'un certain nombre de membres de cette commission qui sont présents ici, j'ai pris l'initiative, d'ailleurs à chaque fois que l'on se réunit, ce sujet qui est un sujet d'importance, je crois qu'on partage. Tout à fait. Aurélie, s'il te plaît, tu laisses Jacques parler. Oh mais voyons, quand même, il ne faut pas exagérer. Et non, il ne faut pas. Tu as eu le temps de la question. J'approuve ce qu'il dit. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à chacune des sessions de cette commission, le sujet de la mise en œuvre et de la mise en place, dans le meilleur des cas, d'un espace de coworking sur la commune de Rognes est abordé. Et donc, lors de la dernière session, qui est en date, je crois, du 12 novembre dernier, j'ai pris l'initiative de refaire l'historique et la genèse de ce projet. Alors, je ne vais peut-être pas le faire à l'instant parce que ça risque d'être un peu fastidieux, mais si je dis cela, c'est que je crois que la question est en dehors du contexte. Et je m'en explique maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant même que nous rencontrions ce qui n'existait pas encore en tant qu'association Sémaphore, c'est-à-dire que j'ai rencontré une des 2 responsables, ça doit dater du mois d'août 2020, début septembre 2020, donc l'association Sémaphore n'existait pas, mais par contre j'ai rencontré, puisque la personne avait exprimé d'intérêt, donc une des 2 responsables actuelles. Et clairement, puisque vous énoncez le sujet de la cahier des charges, notre fil conducteur depuis le début sur ce projet, c'est le suivant. C'est-à-dire que nous avons un local communal. Ce local communal, on souhaite et on s'engage à le rafraîchir, à le mettre dans une situation où il puisse
permettre l'installation d'un espace de coworking sous une forme de location. C'est-à-dire qu'au même titre que l'on loue un certain nombre de bâtiments ou d'espaces communaux pour des activités commerciales, on est strictement, et depuis le début, dans cet axe de pensée. Donc, on n'a absolument pas envisagé d'établir un cahier des charges vis-à-vis d'un prestataire, que ce soit une personne physique ou une entité qui serait susceptible d'être intéressée pour mettre en place cet espace de coworking. Nous, simplement, ce que l'on dit depuis le début, voilà, nous avons un local, on est prêt à faire des travaux, on est prêt à accompagner, y compris au niveau des installations, pour permettre cette activité, d'accompagner le prestataire et l'investisseur. Et ensuite, on est prêt à l'accompagner également pour l'aider à faire des demandes de subventions. C'est ça. C'est-à-dire que depuis le début, nous sommes restés sur cet axe-là principal de nouveau. Mais pourquoi c'est ma forme? Jean-François, on va revenir à ça. D'accord, j'y viens. J'y viens. Donc, on a donc entamé des discussions avec un certain nombre de personnes ou d'entités. Il s'avère que la personne, à l'époque je dis bien la personne qui paraissait la plus engagée et volontariste dans cet axe-là, c'est en effet une des deux responsables de Sémaphore actuellement. Donc on a commencé à établir un projet, j'ose pas dire un partenariat, mais un projet qui a entamé et initié un certain nombre de réunions tout au fil de l'année jusqu'à la fin de l'année 2020 et début de l'année 2021. Entre-temps, je crois que ça date d'octobre 2020, il y a eu la création de l'association Sémaphore, qui est arrivée dans un deuxième temps. Nous avons continué à discuter sur les mêmes bases, toujours par rapport à le même axe directionnel, et puis à tel point que les discussions avaient avancé, l'association Sémaphore, à ce moment-là, nous a remis un projet, on va dire, en particulier sur des aménagements intérieurs, et avec un engagement de financer de notre part, encore une fois, un certain nombre de compléments de travaux, et de la part de cette entité, d'investir dans le mobilier et, je dirais, dans l'informatique. Voilà. Sachant que nous, il nous restait à faire également, en fonction de leur installation, de leur proposition, les aménagements, en particulier électriques. Voilà. Les choses étaient très avancées, et puis est arrivé un moment où les deux responsables de cette association sont venus nous voir, M. le maire était présent, et un certain nombre d'autres membres du groupe de travail, pour nous dire que tout compte fait, ces deux personnes, de par leur activité professionnelle actuelle, n'avaient pas de temps suffisant à dégager pour gérer l'espace de coworking s'il devait être mis en place. Et deuxièmement, après réflexion et demande de subvention qu'elles n'ont pas obtenues, elles nous ont dit qu'elles n'avaient plus la possibilité financière d'investir. Donc le projet s'est arrêté de ce fait, donc il est à mon avis totalement erroné de dire que la mairie, la municipalité n'a pas retenu le projet de Sémaphore. Alors, Jacques, je vais compléter parce que c'est moi qui ai reçu pour la première fois les membres de cette association. Après, Jacques a pris le relais. L'accord était imminent. Nous avions commencé les travaux. Nous avions fixé avec l'association un loyer de 450 ou 500 euros, voilà, 500 euros. Ils devaient faire des demandes au conseil départemental, régional, etc. Et un jour, ils nous ont dit, désolé, on n'y va plus. Donc à partir de là, c'est pas la mairie qui a refusé que l'association s'installe. Donc il y a un mensonge dans ce que vous écrivez. Suite à ça, pour compléter, Jacques, il a reçu mensonge. Stop. Oui, c'est un peu exagéré, mais en tout cas... Vous avez écrit des choses qui sont fausses, on rétablit la vérité, et vous n'intervenez pas, s'il vous plaît. Jacques a entrepris des entretiens avec une personne de salon, avec une personne d'aiguille, etc., etc. Et à ce jour, les personnes qu'on nous avait recommandées n'y vont pas. Donc, on a décidé de lancer, vas-y, je te laisse conclure, et après on termine
le conseil avait des informations diverses. Juste en complément, moi je souhaite rajouter à titre personnel que j'ai été le premier extrêmement déçu que l'association ne puisse pas finaliser le projet qui était un projet commun. Je pense que rien n'est inéluctable et pour compléter ce que vient de dire Monsieur le maire, en effet, j'ai rencontré à l'issue un certain nombre, et c'est ça qui est important, je crois, en termes de précision, de responsables actuels, de dirigeants de centres de coworking. Ceux d'Aiguille, ceux d'Aix-en-Provence pour certains, ceux de Salon-de-Provence. Il y avait des discussions, au moins pour l'une de ces entités qui était également relativement avancée, et puis est arrivée la Covid. Et donc, par rapport à ce qui a été rédigé sur un site Facebook, il y a eu en effet un frein au niveau de l'activité de ces centres de coworking, parce que bien évidemment, à partir du moment où il y a eu le confinement, etc., l'activité n'était plus possible. Par contre, aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que la Covid a eu au moins un aspect positif par rapport à ce type d'activité, c'est de générer et d'amplifier le télétravail. Et donc aujourd'hui, il y a un intérêt accru. Et donc je pense que si de nouvelles entités, par rapport à l'époque, font une étude de marché, un business case, probablement la proposition qui est la nôtre sera valorisée et sera d'autant plus intéressante. Donc moi je crois beaucoup à la mise en place de ce projet parce qu'il répond à un besoin, alors d'abord des Rhôniens mais au-delà, force est de constater qu'il n'existe pas d'espace de coworking dans les communes avoisinantes. Donc je pense que c'est un attrait supplémentaire et il y a un vivier, un bassin, y compris au niveau des communes avoisinantes, qui doit permettre, je dirais, d'être très attractif pour le projet que l'on continue à vouloir porter. Donc ceci étant, en effet, compte tenu de ce mouvement, l'idée c'est de continuer à espérer trouver une entité. Et quand vous mentionnez que probablement il n'y aura pas d'intérêt, moi je suis totalement dans le fait. D'où la possibilité de les subventionner, de les aider justement. Encore plus, parce que c'est l'intérêt public. On ne va pas déroger à l'idée première. L'idée c'est c'est un peu facile ça, pourquoi on ne déroge pas à l'idée première? Jean-François, il n'y a pas de débat. Je pense qu'on est précis dans la réponse quand même. Non mais c'est très... Donc il n'y a pas de débat. Si, justement, c'est ça qui est intéressant. Non, pas maintenant. Laisse-moi juste rajouter un dernier mot, pour que j'espère être suffisamment précis. L'idée, c'est de ne pas créer un espace. Depuis le début, et ça, je le confirme encore un instant, ce n'est pas de créer un espace de coworking communal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre en charge, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer, y compris financières, y compris au niveau du budget de fonctionnement. Aujourd'hui, un centre d'espace de coworking, ça nécessite une personne à plein temps. Non, mais un loyer, c'est pas ça qui va faire aller la commune de travers. Si, parce que c'est une des raisons pour lesquelles l'association Sémaphore n'a pas pu, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas justement, si vous lui donniez le loyer, c'était pas la volonté de mettre en place un agent général. Il suffisait de lui donner le loyer. Je vais juste terminer. Bon, merci Jacques en tout cas de toutes ces précisions. Voilà. Je remercie Jacques pour le travail fait. Donc il a communiqué avec les membres qui veulent faire partie des projets. Donc je vais juste et je vais dire non, je vais te le dire avant que tu le dises, je pense. Donc l'apparition dans le journal La Provence a déjà eu un contact téléphonique, d'accord? Donc on espère avec cette parution dans La Provence, cette parution sur Intramuros, que nous allons trouver une solution et nous allons mettre à disposition, moyennant loyer, à une structure ça c'est dommage de donner voilà, un loyer. nous terminons. Encore une fois, l'idée, je l'ai mentionné lors de la première commission, l'idée c'est toujours d'essayer, si possible, de rattacher l'association Sémaphore. C'est-à-dire que, pour moi, l'association Sémaphore présente un avantage majeur dans ce projet, c'est son réseau professionnel. Et donc j'ai très bien dit la dernière fois que si nous recevions de nouveaux candidats, je dirais, pour la mise en place de ce projet, moi je souhaitais associer l'association Sémaphore. Ne serait-ce que pour crédibiliser le besoin
faire bénéficier du réseau sémaphore le prestataire en question, et en retour, espérer que le prestataire puisse, sous une forme ou une autre que je ne saurais pas définir à l'instant, impliquer sémaphore. Merci Jacques. Donc, la séance du conseil est presque terminée. Je ne vais pas être long, puisque nous sommes en fin d'année. Cette fin d'année, dimanche, attendons-nous à avoir beaucoup de monde à la fête de la truffe, parce que les appels téléphoniques, est-ce que c'est maintenu ou est-ce que c'est pas maintenu, ça n'arrête pas en mairie. Donc j'en profite pour remercier l'association de Trufficulture et bien entendu l'ensemble des bénévoles qui vont permettre cette manifestation. Vous savez que le masque est obligatoire et que la gendarmerie veillera à ce que vous ayez le masque et sanctionnera très certainement les personnes qui ne l'auront pas. En ce qui concerne le pass sanitaire, il sera demandé chaque fois que les gens s'assiedront pour déjeuner. Ensuite, je vous rappelle que nous avons le lundi qui suit l'orchestre philharmonique du Pays d'Aix qui sera à l'église d'Orogne à 20h30. Avec, nous avons limité à 80 personnes, c'est ça? 100 personnes, passe sanitaire obligatoire, bien entendu. Et masque. En ce qui concerne janvier 2022, bon là vous n'allez pas le voir, je ne sais pas. Bon, vous avez la primaire de la carte des vœux de la municipalité, de l'ensemble des élus et des agents municipaux. Nous prévoyons, si la situation Covid le permet, la cérémonie des vœux avec les gâteaux des rois le 15 janvier, mais moi je suis quand même assez pessimiste là-dessus, et la lettre que j'ai reçue aujourd'hui de la préfecture, datée donc du 17 décembre, dispositions relatives aux festivités de Noël, quand on voit que le département des Bouches-du-Rhône continue d'être exposé à des indicateurs épidémiques préoccupants. Au 15 décembre 2021, le taux d'incidence était de 788 pour 100 000 habitants avec un taux de positivité de 6,6. Je pense que nous allons avoir, dès début janvier, des mesures du gouvernement plus strictes. Voilà. Pour montrer l'exemple, nous avons supprimé à l'occasion de l'association de la fête de la truffe les invitations qu'on faisait aux personnes, les collègues maires, le conseil départemental, la région, les sénateurs, etc., plus tous ceux qui travaillent à la mairie. J'ai annulé à Holzer la prestation, puisque nous étions en milieu fermé. Voilà. Nous sommes en milieu fermé, mais la préfecture autorise les communes à faire des conseils municipaux, ce qui est un peu bizarre, sans passe sanitaire. Mais c'était juste une parenthèse. Alors, le Covid, les points négatifs du moment, c'est bien entendu le Covid, c'est bien entendu tout ce qui se trame à la métropole, j'y reviens pas, parce que j'ai fait un aparté tout à l'heure. Et il y a quelque chose qui nous touche beaucoup au niveau des administrés, c'est les transports scolaires. Pas plus tard que hier, en réunion de métropole, même avec les pénalités que la métropole met à Transdev, qui est gestionnaire du travail, ils n'arrivent pas à trouver le chauffeur. Voilà. Donc la situation est compliquée et restera compliquée. Par contre, dans les bonnes nouvelles, je pense que vous avez vu que la région et l'État vont mettre la main à la poche pour l'hôpital de Salon. Donc c'est quand même important. Depuis qu'on traverse cette crise Covid, il n'y a pas panique ce soir, mais je pense que les Salonnais et leur maire Isna ont fait le job. Ils avaient déjà acheté le terrain et ils ont eu aujourd'hui ou hier le budget pour les travaux. Donc c'est très bien. Ça complétera au niveau de notre bassin de lit, puisque c'est un terme qu'on va employer de plus en plus quand on n'aura plus de conseils territoriaux. On a le lycée à l'Ambex dans les années 2024. Et on aura un hôpital qui peut-être complétera l'offre existante déjà sur S. Et je l'ai testé, et je peux vous dire que HPP, et c'est de la qualité que j'ai trouvé dans cet établissement. Ensuite, même si nous avons eu, dans les points positifs, même si nous avons eu des classes fermées, y compris à la crèche, un cas de Covid dans la grande section de la crèche, un cas de Covid dans la grande section de la maternelle, 3 ou 4 classes fermées à l'école primaire. Et au collège, je ne vous dis pas, certains d'entre vous ont des enfants, mais ils doivent savoir. La situation est très compliquée. La bonne nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les voiries resteront à la disposition des mairies
Et quand vous verrez le résultat des travaux que nous avons fait cette année, nous allons continuer à travailler dans ce sens pour 2022. Ce qui est positif aussi, on l'a déjà abordé, c'est toute la communication que nous mettons en place à travers Intramuros qui est très consulté, à travers les 2 panneaux d'information que vous avez à l'entrée du village. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que Orange, l'État et la métropole ont finalement trouvé un particulier pour installer une antenne pour les portables, hein, voilà, pour le portable et téléphone, à proximité de la route Saint-Cana. Quand vous allez à Saint-Cana, à proximité du carrefour de Bagro, là par là, on ne sait pas encore qui c'est, la décision est prise. Et ce sera autant financé, ce sera financé par l'État, bien entendu. Hein. Et les 4 opérateurs sont dans la route. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça va couvrir le quartier des Garrigues, un peu le départ des Grands Vergers. Bon, il restera des zones un peu plus compliquées. Bon, je termine en souhaitant à vous tous. Bon, de fêter Noël, hein, il ne faut pas s'arrêter de vivre. On a fait les goûters de Noël, il fallait voir les anciens comme ils se sont régalés, quoi. Hein. On l'avait déjà vu pour le repas des combattants. Je veux dire, moi, je pense que nous faisons la part des choses et que chaque fois qu'on peut bien vérifier le pass et permettre aux administrés de vivre le moment, même s'il est compliqué, je le ferai. Voilà. Par contre, il y a des moments où on dira non, et je pense que les mesures du gouvernement, début janvier, vont nous dire stop dans beaucoup de choses. Je vous souhaite un beau week-end, trufficulture ou culture. Hein. Je vous souhaite de belles fêtes de Noël et après je vous dirai un bon boudin entre les deux. Merci pour votre implication pour le village de Rogne et en 2022 nous avons du travail et nous continuerons dans le sens. Merci à vous tous. Merci.